qui est un tout petit peu, à voir ce que Madame Troy dit, une sorte de Tony Erdmann avant la lettre. Hein, parce que c'est l'histoire d'un père qui débarque, qui débarque par surprise, pour ainsi dire. Mais bon, je n'en dirai pas plus, vous allez découvrir les ressemblances et les grandes différences par rapport à ce Film. Habe gerade nur gesagt, nicht? Ein bisschen Tony Erdmann vor das, aber wir werden natürlich die vielen Unterschiede. Etwas kürzer. Genau, etwas kürzer et beaucoup moins long de toute façon. Voilà, avec ces quelques paroles, je vous souhaite une bonne soirée qui continue demain parce qu'on va montrer des films. Et à toi, Yvon, la parole. Merci, merci, bonsoir, merci de venir rencontrer Monica Troy et son cinéma. Il y aura beaucoup plus de monde tout à l'heure à 21h puisqu'il y avait une séance un peu concurrente maintenant. En tout cas, vous pourrez profiter pleinement du buffet, profitez-en. On est très heureux de recevoir Monica Troy, c'est un immense honneur, c'est une des plus grandes figures du cinéma queer mondial. Son cinéma est absolument passionnant, il est déculpabilisant, il est solaire, il est joyeux, il est profondément militant. On est des grands fans. L'année dernière, on avait projeté ici Des femmes et des chevaux avec au Goethe, c'était plein. Et on s'était promis avec Joachim de faire venir Monica l'année suivante. Et Monica nous fait cet immense honneur d'être ici à Lyon avec nous. Merci Monica. Merci Yvan. Et on laisse maintenant la parole à Jean-Sébastien Chauvin, du Cahier du cinéma, Joachim et Monica. Merci. Bonjour. Alors l'idée bien sûr c'est que je vais poser des questions à Monica Troy, mais l'idée c'est que vous participiez aussi. J'imagine que vous avez plein de questions à lui poser, donc voilà, on va commencer pour lancer l'entretien et puis maybe I can try it in English. Okay, let's try it. So a simple question to begin. How did you start in cinema? I mean, did you made a school, a cinema school? What did you like into cinema? Because I read that you said in an interview that you couldn't do anything else than cinema. I mean, I don't remember when I read it, or maybe I saw a video on the internet, but you were really habité, you can say in French, by the cinema. First of all, hello everybody, and je suis malheureusement je ne peux pas parler français. J'ai oublié tous et therefore I have to speak in English. Sorry for that. I studied literature, German literature, and politics and history, and but during the studies. In the 1970s, we were thinking that people are not really trained in reading images. And we wanted, as students, we wanted to widen the horizon of ourselves and the other students in order to be able to decipher images. So we started to see a lot of movies. We started our own movie theater as students. And we went every year to the Berlin Film Festival, and we watched from 11 o'clock in the morning until 1 at night. We watched like 6, 7 movies and talked about it. And so from the way of analyzing images, we started also to produce our own short films back then. And it was all pretty much learning by doing. Plus, it was the time of open access to the first video machines started coming up. They're very primitive when you see what you can do now with tiny cell phones like this, really good quality. People make long feature films with cell phones, and in those days we had huge machines and they made really shitty images, black and white. And it was really hard to edit with them. It was analog editing. In a very primitive and tough way, we made our first short films, and we showed them in bars. We showed the alternative news, and we would document events, and so this was pretty much learning by doing.
And then how did you... Oh, No, but just excuse me, Jean, just, and at this time you were also politically engaged? I think we need maybe a French translation of the, because there are some people who are... En fait, peut-être c'est bien de traduire en fait en français un minimum. Je sais pas. Vielleicht eine Zusammenfassung? Ja. Ja, geht das? Ja. Ja, aber... Bah, en allemand, je ne comprendrai pas. Non mais du coup, s'il y a des gens qui souhaitent une traduction, on va reprendre le format initial et Madame Treut va parler en allemand parce que de toute façon ça c'est du coup. Okay, Donc et moi je vais résumer les réponses, je vais traduire les réponses de Madame Treut. Donc de toute façon, elle nous a expliqué qu'au début elle faisait partie d'une génération, elle a fait des études des études germaniques et d'études politiques à la fois, et il faisait partie d'une génération qui pensait qu'on ne pouvait pas très bien déchiffrer les images. Donc avec d'autres, ils ont commencé à aller au cinéma pendant le festival de la Berlinale, ils ont vu des centaines de films, des fois 5-6 films par jour, et ils ont commencé aussi à faire leurs propres films qu'ils ont projetés au début dans des bars, dans des restaurants. Et ils se sont servis également des premiers appareils vidéo, mais d'une piètre qualité à cette époque-là. Et moi, je voulais poser la question, avant de repasser la question à Jean-Sébastien, if you were also politically very engaged in this time, because I remember it was a time where there was many political tensions. Mm-hmm. Yeah, I went to university in those days when the first student rebellion was over already, but we had a lot of different left-wing groups at the universities. And it was also the time when the Green Party started out. So it was a very interesting time politically. And I was kind of leaning towards the left, but also towards the Green Party and to feminism. So that was a very nice medium. Video was a great medium to capture moments of the struggle. For example, we had in those days we had the fight for abortion rights. It was very important in the early 70s, and we made short videos about this, and we did street theater, feminist street theater. We were also struggling with the problems we had with the Red Army fraction in Germany. So it was a time when the German political powers were going towards the right. We had the so-called Notstandsgesetze. And so as students, as politically interested students, we did quite a few works, and we also captured it through the medium of video. So feel free to talk German or English now. Everything is okay. Donc c'était effectivement une période politiquement très mouvementée. Il y avait beaucoup de groupes gauchistes, mais il y avait aussi la naissance du mouvement vert auquel j'adhérais, aussi bien qu'au féminisme. Le féminisme nous donnait aussi l'occasion de faire des petits films, de faire du street theater, donc du théâtre dans les rues. On a fait des films sur l'avortement notamment. Et puis c'était une époque où on craignait une sorte de tendance très à droite en Allemagne. On établissait par exemple de nouvelles lois. Bon, les Notstandsgesetze, c'est des lois qui règlent le pouvoir, c'est un tout petit peu comme l'état d'urgence en France actuellement, donc ce qui règle l'état d'urgence. Et puis bon, on se servir de l'idiot. Et à partir de quel moment vous vous êtes dit que vous alliez utiliser le cinéma pour des questions de représentation aussi sexuelle, etc. Je pense par exemple à votre premier film qui aborde la question du sadomasochisme. À partir de quel moment vous vous êtes dit voilà, c'est ça, je veux utiliser le cinéma pour parler de choses aussi qu'on ne voit pas, parce que c'est des choses qu'on voyait assez peu au cinéma en fait, que ce soit ça ou le transgenderisme ensuite par la suite.
Sorry, have you understood the question because I asked it in French? Yeah, firstly, Also wann haben Sie sich entschieden, Sachen im Kino zu zeigen, auch sexueller Art, die man sonst nicht sah? Wann war das die Entscheidung zu dem Medium? okay. It's a good question. Okay, I have to go back to my my life in those days. In the meantime, I finished university, and I moved from a small town university, Marburg, in the south of Germany, first to Berlin and then to Hamburg. And we opened, as a group of women, a group of 10 women, we opened a feminist media center in Hamburg, which is still in existence after all these years. It's now 35 years or so, or even longer, I think almost 40 years. In those days, I started a movie theater for women. And I met all these really incredible German filmmakers, female filmmakers, and my favorite German filmmaker at the time was Elfie Mikesch, and I invited them to come to show their films and discuss the films with us. And I had written a PhD thesis during those days about the female images in the writing of Marquis de Sade and Zacher Masoch. And so Elfie Mikesch, the filmmaker I admired, she was very interested in the subject matter of sadomasochism, and she asked me to write a script with her for a movie. And that was very much the beginning, because then we wrote the script for the movie, which is called Seduction, La Femme Cruelle. And Elfie and I were not able to find a production company to produce this because it was too avant-garde at the time. And so we had to start our own production company in order to make this film. And then we had a scandal right in the beginning because film funding was not today, it's with the Ministry of Culture. In those days, it was with the Ministry of Interior, and the Ministry of Interior was also responsible for police, for example, and so-called inner security, and there was at the time a right-wing minister. And he personally said, this film cannot get funding because this film is obscene, this film deals with toilet language and stuff like that. So, boom, we had no funding. And then the film became a political subject because the regions in Germany at the time, Hamburg and North Rhine-Westphalia, was run by the Social Democratic Party. And in order to fight against this right-wing minister, they said, oh, we will fund the film, but we got much less money, but at least we could make it. Bon, je vais résumer les propos de Madame Troy. Donc elle dit, il faut rappeler que je fais des études dans une petite ville en Allemagne, à Marburg, une ville universitaire typique, avant de venir à Berlin et ensuite à Hambourg. Et c'est là que avec 10 autres femmes, j'ai ouvert un centre de médias qui existe d'ailleurs aujourd'hui encore depuis 40 ans. Et moi, j'ai ouvert personnellement une sorte de cinéma pour les femmes, pour les films de femmes. Et c'est là que j'ai eu l'occasion de connaître toutes les grandes figures donc, du cinéma féminin en Allemagne, dont Elfie Mikesch. J'avais à l'époque écrit une thèse de doctorat sur, entre autres, Marquis de Sade et Sada Machel. Et puis, donc, Mikesch s'intéressait beaucoup à la question et elle me demandait d'écrire un scénario ensemble avec elle sur cela. Ce film a créé plusieurs scandales. On n'a pas eu, c'était assez cher, mais on n'a pas eu les subventions escomptées, parce qu'à l'époque, c'était le ministre de l'Intérieur qui donnait des subventions, et c'était quelqu'un de droite, et quand il a vu le film, le script, le scénario, il s'est dit, bah, c'est terrible, on utilise un langage vulgaire, ordinaire, et c'est des sujets qu'il ne faut pas traiter dans les films comme ça. Donc on nous a refusé la subvention. Par contre, on a eu de la chance, on a touché
à moins d'argent que prévu, mais on a eu de la chance parce que vous savez, en Allemagne, on a ce système fédéral et des Länder, et il y avait quelques Länder qui étaient gouvernés par des gouvernements de gauche, donc des sociodémocrates, et eux aussi, pour se démarquer un tout petit peu de cette politique de droite, ils nous donnaient des subventions. Et donc, une fois que vous avez fait le film, hein, comment le film a été reçu? Parce que c'est un film qui est, même quand on le revoit aujourd'hui, qui a une force et une violence dans la présentation et dans ce qu'il montre. Comment il a été perçu à l'époque? Est-ce qu'il a fait scandale quand il est sorti, ou comment ça s'est passé? When the film came out, Seduction, the Poor Woman, Séduction, la femme cruelle, it was at the Berlin Film Festival in 1985. It was the second scandal because the audience wasn't prepared for this. We had almost a riot in the movie theater. It was mostly men who attacked the film afterwards, and they even attacked the Ulrich Gregor, the person who ran the Forum of Young Cinema at the time of Berlinale, and they would say, Herr Gregor, why did you show this film? Why did you put this film into your program? It's horrifying, you know, you should not have chosen this film. And a lot of people got really angry because, I mean, that's for the reasons, it's a different question, I guess. But Elfie and I, we also co-directed the film, co-produced it. We were not prepared for such a violent reaction, really, because we had just finished the film. We came from the editing room, and we just jumped into the Berlin Film Festival, and then boom, we were met with lots of aggressions. Donc ce film dont on parle, c'est du Seduction, donc le titre français c'est La femme cruelle, a déclenché un deuxième scandale lors de la Berlinale en 85, puisque le public n'était pas du tout préparé à ce genre de film. Et puis dans la salle même, qui était pour la plupart masculine, éclatait donc des agressions contre ce film. Et puis on reprochait notamment Ulrich Gregor, qui était à l'époque responsable pour la programmation, comment il avait pu programmer une telle horreur de film pour la Berlinale. Mais nous aussi, Elfie Mikes et moi, nous on n'était pas non plus préparés à cela. On sortait justement de la préparation, de la finition du film, et nous aussi on était complètement surprise donc de l'agression qui s'abattait sur nous. J'imagine que le film pour vous était, de fait de parler du sadomasochisme, de parler d'une femme dominatrice, c'est pas le mot, mais en tout cas qui n'était pas soumise en fait au pouvoir des hommes. Est-ce qu'il y avait ça dans l'idée de traiter le sadomasochisme? Est-ce qu'il y avait l'idée de montrer une femme puissante en fait? I think what we did, we deconstructed the novel. We loosely based the film on the novel Venus in Furs by Leopold von Sacher-Masoch, the Austrian writer who actually coined, his name was used by Krafft-Ebing to coin the term masochism. And in all his novels, it's really interesting, he has so-called powerful women in the center of his novels, but when you read them, you really analyze the role of the woman in his novels. The woman is it's really, the woman is serving the male desire. So the man, the masochistic man, is kind of educating the woman to fulfill his desires, to act out his fantasies. And what we did, we changed this power game, this power structure. We put a really powerful woman in the center of our film. So we kind of grabbed that figure out of Sacher-Masoch's novels and changed its meaning. And I think that was part of the aggression we were met with. Because, I think
Polanski has also made a movie Yeah. based on Venus and Furs, and it's quite different. Donc, on est parti pour notre film d'un texte de l'auteur autrichien Zaha Mazor, qui lui, bien entendu, est à l'origine du terme, qui s'appelait, le titre en allemand, Venus in Pelz. Venus in Pelz, genau. Donc, Vénus en fourrure. La Vénus à la fourrure. À la fourrure, voilà, c'est ça, c'est le titre français. Et dans le centre des textes de Zaha Mazor se trouvent toujours des femmes, mais des femmes qui sont des objets, des outils, des fantaisies et désirs des hommes. Donc, les hommes, il les éduque pour qu'ils finissent être leur objet et qu'ils exercent les fantaisies. Et nous, on a changé. Donc, on a pris la femme donc de ce texte de Zaha Mazor, mais on a changé et on a fait une femme très puissante. Et je fais l'analyse qu'aujourd'hui, je fais l'analyse que ça aussi, c'était une des raisons pourquoi on nous a tellement agressés. Avant de passer à un autre film, parce qu'on faut parler de tous vos films, mais je voudrais savoir comment il a été reçu par les milieux féministes, ce film aussi. I think this film also came too early for the feminists at the time in Germany. I don't know whether you are familiar here with Alice Schwarzer. She was at the time kind of the icon of the feminist movement in Germany, but she is not really a feminist who understands art. She is mostly concerned about social situations, and I would say she is more part of like a conservative wing of feminism. And she sensed it at the time that something new was starting to happen. And she, at the very same time, had started a campaign called Porn No Campaign, so against pornography. And so she tried to push us and the film into the corner of Helmut Newton or consumerism, and she attacked us. She brought her whole team with her, and we had a conference in Cologne. And there was lots of young women being very interested in the subject matter, and she tried to repress it. It was a very interesting situation, like a very open kind of Kampfansage. So, young girls, don't go in this direction. Et il faut peut-être rappeler qu'à l'époque, donc, il y a eu plusieurs mouvements féministes. Moi, vu d'aujourd'hui, toujours, je dirais que le film est venu trop tôt. Donc, la grande figure du féminisme en Allemagne était à l'époque Alice Schwarzer, éditeur de la revue Emma, qui avait beaucoup de compréhension pour les mouvements sociaux, mais qui ne comprenait pas l'art. Et à l'époque où le film sortait, elle avait commencé une campagne qui s'appelait Porn No, donc pas de film porno, et elle nous mettait dans ce coin ensemble avec des gens comme Helmut Newton et autres, et elle faisait vraiment campagne contre nous en disant aux jeunes féministes: n'allez pas suivre cette tendance, abstenez-vous de cela. Et ce qui me frappe par rapport à ce que vous dites, par rapport à cette femme que je ne connaissais pas, c'est le côté très sérieux aussi. Et je vois que dans vos films, que ce soit celui-ci, que ce soit Virgin Machine ou juste après, quand vous avez fait My Father is Coming qui va passer, c'est aussi qu'il y a beaucoup d'humour en fait dans vos films, quelque chose de très léger en fait, alors que les sujets abordés sont parfois violents, sérieux. Vous remettez en cause, par exemple, vous questionnez le romantisme de l'amour, etc., notamment dans le second de Virgin Machine. Et vous désamorcez complètement le côté un peu plombé. I don't know if you understand the term in French. Heavy, you know, okay. And it's really light and enjoyable. I mean, the joy in your movies, I think that it's a very important part of the pleasure we had when we see it. Oh, thank you. That's what we always try to do, because
I think film, even when you have a sinister subject matter, should still entertain the audience, right? I personally feel when people give you 90 minutes of their life, of their time, you cannot, not entertain them. You really have, I think you have to. You have to give them pleasure or entertainment. That's, I think, the nature of film. I mean, pleasure can also be tension or suspense. That's, but that depends on the genre. But what I always try to do is to give some kind of jouissance. Yeah. Donc tout à fait, je suis d'avis que à la question que pourquoi le film mêle souvent des sujets graves et les plaisirs, donc la joie, que c'est une chance si les gens vous donnent 90 minutes de leur vie pour voir quelque chose, pour découvrir quelque chose. Donc je suis d'avis qu'il faut aussi les divertir. Donc c'est la nature du film de divertir. Il y a d'autres genres qui recourent à d'autres formes, comme le suspense et autre chose, mais pour moi c'est vraiment le divertissement. Et donc ensuite, après, vous faites, je crois directement après, The Virgin Machine. Qu'est-ce qui a présidé à ce film? What was the... Well, as we said before, Seduction was met with a lot of hostility in Germany specifically, but it was met with interest in the United States. So the film was opened in New York and San Francisco, and people there liked it, and the so-called independent industry liked it too. And I had a distributor there, and I spent more time there, and I went to the Frameline Film Festival in San Francisco, and at the night of the opening of Seduction, the Cruel Woman, I met all these interesting people like Susie Sexpert, Annie Sprinkle. Annie Sprinkle I already knew from New York, but I met her again, and it was a very vibrant culture at the time. And I thought, why should I go back to Germany, which at the time was behind the wall, was grayish and not very appealing in those days. In the 80s, Germany was still behind the Iron Curtain very much. And it was very German culture. It was not an open culture yet. So America in those days was totally different than today. It was way before Trump. It was way before 9/11. And especially cities like New York, San Francisco, LA, Chicago had vibrant artists and queer cultures. So that was quite natural for me to go there. Oui, par rapport à Virgin Machine, il faut dire que si en Allemagne tout le monde était hostile à mon film Seduction, la femme cruelle, c'était tout à fait différent aux États-Unis, où on m'a invité, et puis l'industriel indépendant aimait ce film beaucoup, et puis je suis allé à San Francisco au festival Frameline, et ça, c'est là où j'ai connu toutes ces figures extrêmement intéressantes du cinéma queer, du cinéma féminin, donc féministe aux États-Unis, et il y régnait une ambiance, bon, aujourd'hui c'est différent avec Trump et tout ce qui se passait, mais il y régnait une ambiance incroyable. Et contrairement à l'Allemagne, qui était très déterminée à l'époque encore de deux Allemagnes, du mur à Berlin, d'une sorte de concentration sur elle-même, l'Allemagne, et qui représentait moins une culture ouverte que les États-Unis. Mais on sent même que, d'ailleurs, votre style aussi change un petit peu entre le premier qui est un peu baroque, qui est très... on sent l'amour de Werner Schröter, par exemple. J'ai pensé beaucoup à Schröter quand j'ai vu ce film. Et ensuite, dans les films new-yorkais, c'est comme si vous étiez imprégné de l'ambiance new-yorkaise des États-Unis. J'ai pensé beaucoup aussi à No Wave, en fait, à Amos Poe, à Richard Kern, des gens qui ne sont pas forcément dans le queer, mais dont le style est palpable. Et je voulais savoir, voilà, votre opinion là-dessus, en fait, sur comment l'environnement dans lequel vous étiez aussi a construit le film, en fait. Je ne sais pas si ma question est claire.
So your question was how I was influenced by the New York scene at the time. There was also the heyday of American independent cinema in the 1980s, because the people you mentioned, Richard Kern, Amos Poe, it was Lizzie Borden. She made Working Girls, and before, what was her first film called? Working Girls before Lizzie Borden. Yeah, it will come to me later. So it was really interesting filmmakers, also women filmmakers in New York at the time, especially in New York. It was a great independent scene, and it was wonderful to work with these people. I didn't have that in Germany at the time. Germany was more a television country, and if you had a small budget, you had to work with television people, and they would look at you like, what is she doing? Why is the scene so short? Or, you know, or they would say, oh, no, we are working 6 hours, now we need to go home, and stuff like that. So the New York people were fantastic. We had, again, a small budget for Virgin Machine, but we had professional people who liked the script, who liked the project. And I remember even one day, the lighting guy came to me because I was unhappy about a scene. I wanted to change a scene, but I thought, oh no, people are already working 12 hours, I can't do this. And he heard about it and said, Monica, we are here to help you. What do you want? We stay. You know, let's do it. What do you want? And it was fantastic. It was unheard of in Germany at the time. So it was fantastic working conditions. Comme j'ai déjà dit, c'était l'ambiance qui régnait surtout à New York et dans les cinémas indépendants américains qui m'a inspiré. J'ai connu des gens comme Amos Poe, Lizzie Borden, et on a pu faire des films à l'époque aux États-Unis avec un budget assez petit. En Allemagne, à cette époque-là, quand on avait peu de budget, il fallait travailler avec la télévision. Et la télévision, c'était très carré. Après 6 heures, les gens voulaient rentrer à la maison. Donc, c'était plutôt des fonctionnaires, je dirais. Et pour Virgin Machine, on a eu aussi un budget assez serré, assez peu élevé. Mais là, c'était autre chose. On pouvait faire ça. Les gens étaient enthousiastes, ils étaient inspirés. Et je me rappelle un jour, justement, j'ai dit à ce type qui était responsable des lumières dans Virgin Machine, bon, tu as tellement travaillé, tu peux peut-être rentrer à la maison. Et il disait, mais Monica, on est là, on veut faire ce film, tu comprends pas, on reste tant que tu veux. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public, parce que parfois c'est un peu frustrant pour le public de ne pas pouvoir poser de questions. Donc avant de continuer, je voudrais juste savoir s'il y a des gens qui souhaitent poser une question. Oui. Je ne sais pas s'il y a un micro par contre. Non, je n'ai pas besoin de micro, merci. Très bien. Tut mir leid, aber eigentlich bin ich hier im Goethe-Institut lesbisch, Feministin und Deutschlehrerin. Und deshalb ist es für mich sehr schwer zu hören, dass wir überhaupt kein Deutsch hören. Ich habe mich darauf gefreut, Deutsch zu hören. Und deshalb, vielleicht kann ich meine Frage so stellen, sprechen Sie jetzt Englisch, weil es in den Vereinigten Staaten eben so besser war oder schöner war? Oder hat es einen Grund oder ist es nur Zufall? Aber es tut mir leid, emotional. Okay. Ich habe mich jetzt ein bisschen beruhigt, seitdem Sie angefangen haben. Aber ich habe mich wirklich auf die deutsche Sprache gefreut. Ich kann auch meine Frage übersetzen, wenn Sie möchten. Je suis venue ici à l'Institut Goethe, je me réjouissais de parler allemand et d'entendre de l'allemand surtout. Et du coup, pour moi, c'est un choc d'entendre de l'anglais plutôt que de l'allemand. Donc je demande à Monica Freud si elle choisit de parler anglais parce que c'est venu aux États-Unis et donc c'est un choix de langue ou est-ce que c'est juste un hasard. En tout cas, je voulais faire part de mon émotion qui est encore là, même si je me suis un peu calmée depuis le début de la rencontre. Mais pour moi, c'est assez violent. Et j'ajoute, je ne l'ai pas dit en allemand tout à l'heure, en plus l'anglais est quand même aujourd'hui pas la langue des minorités. Je vais le dire comme ça, pas toujours la langue des minorités. Von Herrschaft von verschiedenen Gruppen spricht als Deutschlehrerin, ist der Kampf wirklich auch ein Kampf. Wollen Sie antworten? Ja. Soll ich auf Deutsch machen? Oder? Ja, sicher. Okay. Ich bin es sehr gewöhnt, wenn es um Film geht, weil ich sehr viel reise mit Film, ist die internationale Filmsprache ist Englisch. Und ich merke das schon gar nicht mehr, ob ich Englisch spreche oder Deutsch spreche, wenn es um Filmthemen geht. Und wir hatten eben mal überlegt, als wir anfingen, dass es vielleicht
weil mit Übersetzung doch sehr viel Zeit verloren geht und wir nicht sehr viel Zeit haben hier, dass wir es vielleicht versuchen eben auf Englisch zu machen, weil doch sehr viele Englisch verstehen, anstatt alles also jetzt auf Deutsch zu machen, weil leider spreche ich eben so schlecht Französisch und haben uns dann gedacht, es ist vielleicht pragmatisch sinnvoller, Englisch zu sprechen, weil doch viele mehr Englisch verstehen als Deutsch verstehen. Donc la réponse est, dans le milieu international cinématographique, la langue la plus utilisée est l'anglais. Et moi-même, dit Monica Troy, je fais plus la différence, à vrai dire. Et des fois, je remarque même pas si je parle allemand ou anglais dans des contextes comme ça. Et en plus, tout à l'heure, c'est vrai, on s'était consulté à 3 et on avait dit peut-être c'est plus pratique pour ne pas perdre tant de temps à traduire. Parce qu'au début, comme madame a dit qu'elle voulait une traduction, je croyais qu'on pouvait faire sans traduction aucune. Donc après, on a traduit, on s'est dit peut-être qu'on passe à l'anglais. Personnellement, si je peux rajouter, tout d'abord, vous avez quasiment toutes les semaines l'occasion de venir ici au lieu de pour... Non, c'est vrai, mais il y a beaucoup d'autres manifestations où on peut très bien parler allemand et écouter l'allemand. Donc ça, c'est pour vous rassurer tout d'abord, pour vous rassurer. Donc on ne trahit pas entièrement la langue allemande ici dans cet institut. Et en moi, vous trouvez le premier partisan de diversité culturelle linguistique. Voilà, c'est ça. Donc juste pour vous dire qu'on n'est pas là pour faire cela. Et il est vrai aussi et je veux rajouter, souvent en invitant des réalisateurs allemands, j'ai du mal à les faire parler allemand. Ben, c'est ça. C'est parce qu'ils ont tellement l'habitude de parler anglais. Bon, peut-être pour essayer on va continuer, machen wir ein bisschen in Deutsch weiter. On va continuer un tout petit peu en allemand, je vais résumer. Mais vous pouvez poser des questions en anglais, en français, en allemand, comme vous le souhaitez. Chance Deutsch. Ok, du coup, il n'y a pas d'autres questions. Oui. En parlant des Héroïnes, d'avoir un petit peu plus de dates, en fait. J'ai vachement de mal quand il n'y a pas de date à me rendre compte, en fait. Ein bisschen, ja, mehr, also würde gerne ein bisschen wahrscheinlich Daten und Jahreszahlen wissen. Also, Quand il n'y a que des dates, mais un petit peu. Ah, ok. Donc le premier film, le first film, le datum 85, 85, donc le premier film dont on a parlé, et Virgin Machine, c'est 88. 88, donc le deuxième, dont on vient de parler maintenant. Pardon, allez-y. Non, mais allez-y. Letztes Jahr habe ich von Mädchen und Pferden gesehen und ich weiß gar nicht, wann das gedreht wurde, entspricht es dann einer anderen Epoche in Kinoleben? Ich weiß nicht, wie ich das auch Ja, auf jeden Fall. Weil es ein ruhiger Film ist im Ja. Vergleich zu denen, von denen Sie gerade gesprochen haben. Donc la question, c'est que madame a vu l'année passée ici le film des filles et des chevaux, donc, et pose la question si c'est un film qui date d'une autre époque, d'une autre conception, puisque c'est un film très calme, donc qui ne contient pas ce dont on a parlé tout à l'heure. Ja, dieser Film ist aus dem Jahr 2014 und das ist eine lange Zeit vergangen, also auch eine lange Zeit in meinem eigenen Leben. Ich habe in Amerika gelebt von 1900, wo wir bei Jahreszahlen sind, von 1989 bis 1993 und dann auch wieder viel dort gelebt und auch gedreht. Und dann bin ich aber wieder komplett zurückgekommen nach Deutschland, so Ende der 90er Jahre, komplett. Und mein Leben hat sich auch verändert. Ich bin älter geworden und habe mich auch nochmal besonnen meiner Jugendfreuden, weil ich war nämlich selber so ein Pferdemädchen. Und hatte dann auch ein Angebot von meinem Verleih, dass er wollte einen Film produzieren und ich sollte mir ein Thema aussuchen und dann bin ich auf meine jugendliche Pferdebegeisterung gestoßen und habe daraus ein Drehbuch geschrieben. Das aber hat wirklich sehr viel später und in einem anderen Leben auch. Ne?
Donc effectivement, vous avez raison, ce film dont vous parlez date de 2014 et il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé pendant les premiers films et ce film-là. Peut-être pour rappeler quelques dates, parce que vous avez demandé des dates, et effectivement, j'étais entièrement aux États-Unis entre 89 et 93, avant sporadiquement, après sporadiquement, et je me suis établi définitivement en Allemagne, de nouveau en 99. Je suis plus âgé qu'alors, bien entendu, et à un moment donné, mon distributeur m'a proposé de faire un film et dont je pouvais choisir librement le sujet. Et puis du coup, je me suis rappelé d'un amour de jeunesse, c'était les chevaux. Et puis bon, j'ai écrit ce scénario et ça s'est fait comme ça. Peut-être on peut parler du coup d'autres films, parce que ça qu'on a beaucoup parlé des tout débuts. Il y a un autre film aussi de vous qui est très important, qui est Gender Notes. J'ai l'impression que vous êtes la première à avoir... enfin, après je sais pas, peut-être je connais pas assez le cinéma queer, mais j'ai l'impression que vous êtes la première en fait. J'ai l'impression que les gens que vous filmez, c'était la première fois qu'on les voyait s'exprimer en fait sur leur propre expérience, en fait, sur le transgenderisme, sur aussi la multiplicité que ça recouvre, enfin le caractère très varié en fait de tout ça. Et j'ai l'impression que c'est un jalon très important, tout à la fois dans votre cinéma, mais aussi pour le cinéma queer en fait. Et voilà, qu'est-ce qui vous a... Du coup, j'en arrive à une question quand même. Qu'est-ce qui vous a... Pourquoi vous avez voulu faire ce film en fait? Quelle était l'impulsion de départ en fait pour faire ce film? Ich hatte schon Ende der 80er Jahre die Transmänner kennengelernt. Es war ein neues Phänomen damals. Es gab zwar sehr viele Transmenschen, die von männlich zu weiblich gegangen sind, aber wenige offene biologische Frauen, die sich zu männlichen hin entwickelt haben. Und die habe ich Ende der 80er Jahre in New York kennengelernt bei Annie Sprinkle, die damals einen Salon hatte, einen Unterstützersalon für Female-to-Male Transsexuals. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich wusste gar nicht, wie einfach das war, wie viel die chemische Umwandlung durch Testosteron, was das mit dem Körper macht. Und habe dann auch diese verschiedenen Menschen kennengelernt. Und Annie hatte in der Zeit auch einen Liebhaber, der Female-to-Male Transsexual war. Und mich hat sehr fasziniert, weil ich auch selber im Grunde immer eine gewisse Geschlechterdysforie hatte. Und wenn es vielleicht heute, es ist ja heute sehr relativ einfach, sich zu verändern mit Hilfe von Geschlechtshormonen, hätte ich vielleicht das auch überlegt zu tun. Und ja, aus dieser Kenntnis der Menschen kam dann erstmal ein Kurzfilm, der hieß Max. Das war ein Porträt eines Transsexuellen, den ich schon kannte, als er noch eine lesbische Frau war. Und dieser Film ist sehr gut angekommen. Es war fast das erste Porträt eines Female-to-Male Transsexuals. Und daraufhin hat mich eine Gruppe von Transsexuellen in San Francisco gefragt, ob ich nicht über sie auch so ein liebevolles Porträt mache, wie ich das in dem Kurzfilm von Max gemacht habe. Donc c'était la question à propos du film Gender Notes, qui est un film très important pour le cinéma queer. Et Monica Troy, elle raconte qu'à la fin des années 80, justement aux États-Unis, donc elle a commencé à connaître des gens qui avaient subi, qui s'étaient, vous m'aidez pour les termes, une transformation... female to male. Oui, c'est ça, female to male, donc homme-femme. Et bizarrement, il y avait pas mal de transformations sexuelles homme-femme, mais peu dans le sens inverse, femme-homme.
Et dans le salon d'Annie Sprinkler, qui à l'époque avait un amant, qui justement avait fait une telle transformation. Donc j'ai connu des gens comme ça, et puis j'ai commencé à faire un court-métrage qui s'appelait Max, et qui justement faisait le portrait aimable et sympathique d'une femme lesbienne qui était devenue un homme. Il y a autre chose là-dedans qui m'intéresse, parce que j'ai appris comment c'était facile de procéder à une telle transformation à l'aide des hormones et de la chimie. Et aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus facile. Et comme moi, j'avais aussi, comment dire, une sorte de sentiment diffus par rapport à mon genre. Je ne sais pas si aujourd'hui, si j'étais aujourd'hui jeune, je ne le ferais pas. Et puis, bon, après ce court-métrage, c'est un groupe de transsexuels à San Francisco qui m'ont demandé de brosser leur portrait dans ce film. Vous pensez que vous pourriez faire un deuxième volet de ce film aujourd'hui? Können Sie einen zweiten Teil von dem Film machen? Yeah. Now let's start speaking English again. Okay. This is okay? Was? Okay. Das verstehe ich. Eine Dosis Deutsch. Gut. All right. Yeah, I'd like to do a follow-up on Agenda Notes now, because we have very few material about older transsexuals, and I have two different groups of transsexuals in Gender Notes, female to male transsexuals and male to female, and the oldest transgender person in my film Gender Notes is now 82 years old. And nobody is under 50 anymore, and we don't have a lot of material about older transsexuals regarding, you know, the long-term effects of using like testosterone or estrogen. So I think it would be really interesting to see what has happened. Has happened to the individuals themselves, and I'm still friends with them, and I just saw them a few months ago, and they're all up for it. So they're all interested in, you know, telling their life story. So it's a real project already? I have 2/3 of the money, and I'm waiting for the last part right now. Donc Madame Troll parle du projet de faire un deuxième volet, une deuxième partie du film Gender Notes. Et elle a déjà 2/3 du budget, donc le troisième il reste à trouver. Parce qu'elle dit qu'il en a très peu d'informations sur les personnes transsexuelles plus âgées. Les personnes qu'elle a filmées dans le film Gender Notes, ils ont tous... il y a personne qui n'a pas au moins 50 ans, et les plus âgés à 82 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec eux? Quel a été leur destin? Quel est leur destin? Comment ils se sentent aujourd'hui? Comment c'est de prendre pendant des années et des années des hormones? Quelles sont les conséquences? Et elle les a vus il y a quelques mois. Bon, ils sont tout à fait partants de faire un deuxième film. Okay. Est-ce que quand on voit Gender Notes, quand on voit Virgin Machine par exemple, ces deux films-là, l'impression que j'ai, moi, en tant que spectateur, c'est que vous cherchez tout ce qui est vraiment en dehors de la représentation majoritaire, en fait. Quand je vois Virgin Machine, par exemple, moi j'étais j'ai trouvé très très beau, en fait, par exemple toute la séquence finale dans la boîte de nuit, dans le bar, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et qu'on voit l'héroïne en fait qui se libère complètement de tout ce qui la limitait auparavant en fait. Est-ce que pour vous c'est important est-ce que c'est ça qui vous motive en fait? Est-ce que le geste de filmer il est toujours accroché, arrimé au fait de filmer ce qui n'est pas représenté en fait, ou peu en fait? Redet über die Schlussszene auch in den Gender Notes, dieses völlige sich befreien. Ist das für Sie wichtig, Sachen zu filmen, die, sagen wir mal so noch nicht gezeigt worden sind, um die anders zu zeigen? Ist das der befreiende Effekt? I really like to show communities. That really fascinates me. Like in Gender Notes, we have
at the end they run a Club Confidential, where all types of transgender people come together, plus queer people, all kinds of queer people, and even straight people. Everybody's allowed in. And that was kind of a utopian space for me in those days. Of course, now with gentrification in San Francisco and the tech people, Silicon Valley, and the rent prices going up, this whole scene is destroyed, unfortunately. It's really very, very sad. But in those days, in the end of the 90s, things were much easier. A lot of artists could afford to live in the city. The internet had just started, and everybody thought, wow, the internet that's liberation, that is communication. This, enables us to develop new projects. We can connect with all our friends. We can start new utopian projects. So it was a time of a new beginning. The end of the last century was really full of hope and optimism. So, and I wanted to catch that moment and that kind of feel of the community in those days. Of course, now it has all changed. This is also a reason why I'd like to do a follow-up on this scene. Ce que je voulais représenter, c'était aussi une sorte d'espace utopique, c'est-à-dire où il y a une sorte de communauté entre tous ces gens-là, entre toutes les personnes, donc des transsexuels, des lesbiens, des hétérosexuels. Donc, de montrer un espace où tout était possible. Parce que ça représentait pour moi, à l'époque aussi des États-Unis. C'était au début de l'Internet, tout le monde croyait que c'était un formidable instrument de libération et de démocratisation. Et on était en plein dedans. Bien entendu, aujourd'hui, c'est différent. Mais c'est pour ça aussi que j'ai envie de faire ce deuxième volet. Oui, à cause aussi de la gentrification qui... Absolument, de la gentrification. Détruit voilà, c'est ça. En fait. Et ici, il n'y a plus de groupe. Comment il se... Est-ce qu'il y a toujours ce lieu collectif qui existe malgré tout? No, there's pretty much no common space anymore. And most of the transgender, the protagonists of Gendernauts, they don't live in the city anymore. They can't afford to live in the city anymore. Some live in Oakland or further away in the Bay Area, and others live even in Northern California, like 300 miles north of San Francisco, where life is really cheap in comparison. So it's like a diaspora, I mean, they're spread all over the... Yeah, all over the place. Most of them are still in California. Justement, ce qu'on vient de dire, bon, quasiment tout le monde est d'accord en Californie, mais comme cette gentrification dont on a parlé a fait que les loyers sont devenus en partie impayables, trop élevés, le groupe s'est complètement dispersé. Et il y a des gens qui vivent à 300 km de San Francisco, d'autres sont là. Donc le collectif en soi n'existe plus. Et alors après ces deux films-là, les premiers films, vous avez fait My Father is Coming. Pareil, même question, c'était quoi qu'est-ce qui vous intéressait dans l'idée de ce... On a l'impression que vous cherchez à casser les codes aussi et les clichés qu'on peut avoir sur chaque personnage, y compris sur le père d'ailleurs, qui au départ est représenté comme quelqu'un qui possiblement, j'allais dire beauf, mais c'est intraduisible, qui peut être quelqu'un d'assez narrow-minded, enfin d'un peu fermé, et qui se révèle très différent en fait à la fin du film. C'était quoi votre idée de départ en fait par rapport à ça, est-ce que c'était justement de casser tous ces clichés? Klischee Vater und Tochter. Also nach den beiden ersten Filmen haben Sie My Father is Coming gedreht und was hat Sie da inspiriert zu dieser Figur, die sich so verändert ja auch im Film? The father. Yeah, not only the father, but I mean all characters. Well, it's again, I love to do documentaries and fiction. And I think I grab a lot ideas from real life. And when I lived in New York in those days, I met people, in restaurants. I became friends with all kinds of different people. And they were non-actors.
and I wrote the script based on their stories pretty much. And then of course the cliche is like a young German actress trying to make it in theater or in independent films in New York, and so they spend a lot of money on going to workshops, going to Lee Strasberg schools and stuff, and they end up as waitresses in restaurants, so it's kind of a typical story. And so I really wanted to tell kind of a typical story based in Manhattan in those days, really catch real life, not like make like a fairy tale fiction film, but really close to reality. And so most of the people in the film are non-actors as well. And and the father is some kind of an actor. He was in a lot of movies of new German cinema, in films by Alexander Kluge and Werner Herzog. But he never had a real education as an actor, so he was like a character actor. Yeah, and also he was a good friend. So the thing is, when you work with small budgets, you better employ people you're good friends with. On rappelle peut-être l'année du film. My Father is Coming en 91. Yeah. En 91, donc on est maintenant en 91 pour ce film. Donc toujours pendant cette période new-yorkaise. Et Monica Troid dit, oui, elle a toujours aimé faire des films, comment dire, entre le film documentaire et le film de fiction. Et employer donc aussi, par exemple, des acteurs amateurs dans ce film-là. Et pour ce film-là, bon, elle était beaucoup dans des restos, dans des bars, et elle a connu beaucoup de gens, et elle a écouté les histoires de ces gens-là, et elle a fini par filmer une histoire très stéréotype, donc une jeune actrice allemande qui vient à New York, qui essaie d'obtenir des rôles et qui suit des workshops, des ateliers, qui va à l'école de Lee Strasberg, et voilà, c'est ça, et qui finit être serveuse dans un restaurant. Donc, mais en même temps, c'est une vraie histoire. C'est une histoire qui se passe toujours comme ça. La plupart des acteurs dans ce film sont justement des amateurs, mis à part le père, mais qui n'a pas eu de formation d'acteur non plus, mais il a joué dans les films de Werner Herzog et d'Alexander Kluge notamment. Et donc, Monica dit, j'ai fait des films aussi avec des amis, des gens qui sont venus, mes amis. Mais on sent que c'est ce que vous dites par rapport au fait de faire tourner des amis. Évidemment, ça vient aussi de conditions économiques dans lesquelles sont faits les films, mais on sent que c'est un goût aussi, un goût personnel d'utiliser ce que sont les personnes dans la vie pour nourrir la fiction, en fait. Also, mit Freunden zu spielen, ist bestimmt eine ökonomische Notwendigkeit, aber man hat das Gefühl, es macht ihnen Spaß. Ja. Das ist nicht nur sozusagen die... Yeah, I also like differences. I like, Seduction of the Poor Woman was shot with all real actors, established actors. That was a totally different kind of work. But we had the advantage that we shot in one place, so that helped quite a bit. But when you shoot low budget in different original settings, you have to move around a lot. You have professional actors who get a small salary, you have a big problem because they complain a lot. They say, oh my God, we get a small fee, we have to change locations 3 times a day, we have to work long hours, so that can be really, really dangerous, right? And if you work with people who have a lot of fun doing it, so you have much more freedom. Oui, mais j'aime aussi différencier les choses. Par exemple, dans La Femme Cruelle, on avait des acteurs professionnels, mais on avait l'avantage, on a un seul lieu de tournage. Quand vous avez plusieurs lieux de tournage, les acteurs qui, eux, ne touchent pas un salaire extrêmement élevé, commencent à râler, il faut changer tout le temps. Et donc, dans ce cas-là, c'est mieux de tourner avec des gens qui prennent du plaisir à faire des choses comme ça, à rester des heures et des heures sur le lieu de tournage. So it's a really practical question. I mean, it's really a matter. I mean, Yeah, totally. Okay. Et alors, je sais que vous avez fait un court-métrage documentaire sur Werner Herzog, qui est
immense cinéaste et queer, enfin, à certains égards. Je voulais savoir comment vous l'avez rencontré, en fait, Werner Schröter, parce qu'on sent que l'influence, vous avez été nourri aussi de son influence. We all knew each other. It wasn't too many filmmakers out in the 1980s in Germany. Now we have hundreds, thousands even, of filmmakers because we have so many film schools. In those days, film was still very expensive. We had much less films, much less filmmakers. And we had some kind of a loose group of filmmaker friends. It was Ulrike Oettinger, Elfie Mikesch, Rosa von Braunheim, Werner Schröter. And so we would meet occasionally, or we would borrow equipment. You know, we always worked with Rosa von Braunheim's 16mm camera. So we would support each other. And so I met Werner and I loved his work. And Werner also did a lot of theater. So with one production, I was really curious and I asked Werner, can I be your assistant on this project? And it was Mishima, the Tropical Tree, Yukio Mishima's play. And I worked with Werner for 3 months in Düsseldorf, a very boring town in the west of Germany. But the theater work was incredible. I learned so much. I learned a lot from Werner, how to work with actors, and I was fascinated. And we had a really great time. It was very intense. The 3 months were extremely intense, and I was really grateful that Werner just let me do it. You know, Werner was crazy. He was not like a hierarchical person. He just said to the theater people, oh, this is my friend Monica, she will work here. You know, shut up everybody, you know, so she's here now for 3 months, okay? And we had a really good time. It was wonderful. Bon, la question concernant la collaboration avec Werner Schröter, il faut rappeler peut-être à l'époque, il n'y avait pas tellement de réalisateurs. On était un petit groupe et on se rencontrait. Il y avait pour moi notamment Rosa von Braunheim, il y avait Ulrike Oettinger et il y avait Werner Schröter que je connaissais déjà. Et on partageait aussi des équipements par exemple. On se prêtait les caméras, les équipements. Et il faut aussi rappeler que Werner Schröter faisait aussi du théâtre et de l'opéra d'ailleurs aussi. Et à un moment donné, il travaillait à Düsseldorf, au théâtre de Düsseldorf, qui était de très bonne qualité à l'époque, même si c'était une ville assez ennuyante. Donc j'ai eu l'occasion de travailler pendant 3 mois avec Werner Schröter en tant qu'assistant au théâtre pour la mise en scène de l'arbre tropical de Mishima. Donc Mishima, voilà, merci. Donc c'était une expérience inouïe. C'était super parce que j'ai appris beaucoup de choses. Comment on travaille avec les acteurs, avec les comédiens, comment on fait du théâtre. Et Werner Schröter était tout simple et partout où on venait, il disait bon, c'est Monica, elle travaille maintenant avec moi pour cette pièce-là. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Non. Oui. Non. Oui, il y en a 2 en fait. Donc si j'ai bien compris, finalement, votre art est nourri de votre vie, il n'y a pas de barrière, toute votre production, tous les films et les documentaires que vous avez Wenn Sie verstanden hat, sind Leben und Kunst bei Ihnen ziemlich nah en relation avec vos amis, les lieux où vous avez vécu, ce qui s'est passé au niveau social, économique et Ihr Umfeld, alles das bilden Sie in den Film ab. Yes, I don't think it's a question, it's a statement you're making, absolutely. That's pretty much as it is, except for Seduction, the Cruel Woman, but that was also a work of Elfie Mikesch and myself, so it was 2 creators of this, it was different film. The other films are pretty much close to my heart. The people who are in the films are friends and are still friends, so I'm very happy, you know, they're still friends after making the film, because sometimes when you make a film, you can have a lot of trouble and you can have a crisis and things can go really bad.
But so far, I've been really lucky. I'm touching wood here now, that I never had like a lawsuit or anything like it, which sometimes, unfortunately, can happen with when you make movies. Donc c'est plutôt une remarque que vous faites qu'une question, vous avez parfaitement raison. Mis à part mon premier film, donc avec Elfie Mikes, Seduction, La femme cruelle, qui était un film vraiment sur un scénario, mais bon, il faut aussi prendre en considération que c'était 2 réalisatrices qui ont fait ce film-là. Sinon, c'était toujours ça ce que vous dites. Et j'ai eu la chance de me brouiller avec aucun de mes amis après avoir tourné, parce que c'est pas coutume. Souvent, on peut avoir beaucoup de problèmes. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que quand vous faites, j'ai l'impression que c'est un peu différent quand vous faites Girls and Horses ou Ghosted par exemple, vous êtes dans un système peut-être plus classique, même par rapport à votre vie. Enfin, j'ai l'impression que c'est là où on est vraiment complètement dans la fiction en fait, et qu'il y a moins cette porosité entre la vie et les films en fait. Also die Frage ist, ob das eben über den letzten Film mit den Pferden, ob das nicht klassischer in dem Sinne ist, dass das Leben und die Fiktion stärker getrennt sind. Oh, I don't quite understand the question. Because the fact that the woman was saying that there's no difference between your life and your movies. I mean, it's all mixed up, and maybe it's different right now. I mean, it was a question: is it different right now or not? Because it's the feeling we have when we see your last movies, that there seems more classical. Yeah, Ghosted is more like a genre movie. Yeah, it's kind of a mystery story somehow. It has some surreal elements in it. Yeah, I would say so. But on the other hand, I was so influenced by Taiwanese culture and by ghost stories, so that colors the film quite a bit. And in Girls and Horses, yeah, that's a classical coming-of-age story. It's true. So, but it's not that classical on the other hand, because it is also a lot of improvisation in the film, right? So it's just like a tableau is there, but then inside the tableau there is a lot of improvised dialogue as well. Maybe. Peut-être vous avez raison. Non, peut-être que vous avez raison. Je dirais mes 2 derniers films, Ghost et Les filles de chevaux, c'est plutôt des films de genre. Mais bon, j'ai été aussi imprégné fortement par la culture taïwanaise. Mais il y a aussi beaucoup d'espace pour l'improvisation au sein de ces films-là. Ce qu'on ne voit peut-être pas, mais bon, il y a beaucoup d'improvisation. Vous dites que, par rapport à Ghosted, que vous avez été très, très imprégné de culture taïwanaise. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, en fait? Est-ce que vous avez vécu à Taïwan? Yeah, I made 4 films in Taiwan, and that happened because I was invited to a film festival there, Women's Film Festival in Taiwan. And I didn't know much about Taiwanese culture, just what I knew from history books. And when I came there, I spent 10 days in Taipei most of the time. I was absolutely fascinated by the richness of the Taiwanese culture, because it harks back to real Chinese experiences. I mean, all the Chinese culture pretty much is no more in China, but it's in Taiwan. And the mixture of old traditions and totally modern life. Everybody, even 10 years ago, had like 3 cell phones, one for family, one for business, and one for friends. So everything was open 24 hours. It was an amazing modernist culture mixed with traditional culture, so I was totally taken. And I was also taken by ghost stories. And I met Li Ang, a quite well-known female writer, and she had written ghost stories, and so she'd given it to me, and it's translated into French, not into German. It's very interesting. Li Ang is better known here in this country than in Germany.
Oui, ben, j'ai fait en tout, wir haben 4 Filme dort gemacht, ja. Donc j'ai tourné en tout 4 films au Thaïlande. J'ai été invité dans des festivals de femmes, et c'est là que j'ai découvert cette culture dont j'étais complètement fasciné par ce mélange entre les traditions et la modernité. Donc la vraie culture chinoise, à mon avis, aujourd'hui, c'est plus en Chine, c'est plutôt au Taïwan. C'est ce mélange, à l'époque, de toute façon, entre une société hyper moderniste, où tout le monde avait 3 téléphones portables, où tout était 24 heures ouvert, les magasins, les restaurants, et ainsi de suite, et en même temps, cette préservation de la tradition. Et moi, justement, par rapport à la tradition, j'ai aussi lu des histoires d'esprits, de fantômes, et j'ai eu l'occasion de connaître l'auteur, Li Han, qui m'a passé beaucoup d'histoires qui ont ensuite inspiré mon film Ghosted. Qu'est-ce qui vous intéresse dans les histoires de fantômes? Well, there is very special ghost stories in Taiwan where we have female ghosts. Explicit female ghosts, and they turn bad, they turn violent, because the Chinese Taiwanese women are much more suppressed than Western women, and so they have the chance after they died to take revenge. So they have all kinds of revenge stories. When women had bad luck in their lives, had bad husbands, bad relationships, horrible things happened to them, then they come back as ghosts and they come and take what they wanted in real life. So the Taiwanese society is very much afraid of female ghosts, and interestingly enough, is even young people today believe in ghosts. There is 1 month a year; it's mostly the 8 months of the moon cycle is the ghost months, and people, even young people, don't go near water because they believe that ghosts are near water or in water, and they can, drag you in. And Taiwanese people, until this day, they don't like to travel in the ghost months. There's all kinds of interesting things happening around the 8 months of the year. La spécificité des histoires de fantômes au Taïwan, c'est qu'il y a beaucoup de fantômes femmes. Et ils ont une particularité, et à mon avis, c'est l'analyse culturelle que je fais, parce que, bon, les femmes sont beaucoup moins émancipées au Taïwan qu'ailleurs, donc ils reviennent après leur mort pour se venger. Donc c'est ça un tout petit peu. C'est après la mort, en revenant en tant que fantôme, ils peuvent vivre ce qu'ils veulent vivre et ils peuvent se venger. Et il y a beaucoup de jeunes qui croient en ces fantômes-là. Il y a même dans l'année taïwanaise, il y a un mois, c'est le mois des fantômes, où on évite de s'approcher des eaux parce qu'on a peur qu'un fantôme vous attrape et attire vers l'eau. Et il y en a d'autres qui ne voyagent pas pendant ce mois-là par des mêmes raisons. Est-ce que vous y voyez dans cette histoire de fantôme féminin, essentiellement féminin, quelque chose de féministe ou au contraire un truc un peu misogyne sur la peur des femmes? Comment vous analysez ça en fait? Yeah, it's a form of, well, it's a strange form of feminism, of course, at least. There is some kind of strange power associated with, like the ghost woman, right? So she has power, she has the power after she has died, the power she did not have in real life. So at least it's a story to think about, right? So it's, how can I say, eine Drohung. It's like, wow, be careful, there is female power, but right now we only have this female power in female ghosts. Oui, c'est vrai, c'est une forme étrange de féminisme. Je dirais, c'est une forme ambiguë. C'est-à-dire, ça exprime une sorte de pouvoir potentiel de la femme, mais qui n'est pas réel. En tout cas, j'ai l'impression que c'est le pouvoir de la femme, c'est quelque chose qui est récurrent dans tous vos films, en fait. Enfin, de la femme, ou pas seulement des femmes, d'ailleurs, puisque le Gender Note, c'est aussi sur le pouvoir des transsexuels, en fait. Est-ce que vous diriez que la chose
qui serpente comme ça à travers tous vos films, c'est justement cette idée du pouvoir féminin. Yeah, absolutely. And maybe people think that gender norms doesn't fit in there because here we go into fluid gender identities. Yeah, that might be a conflict or an antagonism, but I think it's very interesting to see what is female and what is male behavior, how is it triggered. And I think you can study femaleness, maleness very, very well with transgender people, so they have a lot to teach us. Oui, c'est intéressant parce qu'on pourrait prendre Gender Notes comme exemple inverse où les frontières entre les genres s'estampent un tout petit peu. Mais on peut apprendre beaucoup des comportements féminins et masculins par des gens du transgenre. Je pense qu'il faut le dire. Bon, je pense qu'il faut... Ah, il y a juste une question et après on arrête peut-être. Ah, c'est génial, je l'ai bien senti. C'était juste savoir si elle pouvait nous parler un petit peu de Berlin aujourd'hui, si elle estime qu'il... je ne sais pas comment dire, où ça en est un peu au niveau lesbienne, queer, est-ce qu'il y a des réalisatrices un peu qui se sont inspirées de ce que tu as fait? Je pense par exemple au film Mommy's Calling, par exemple. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses un peu de tout le mélange qu'il peut y avoir à Berlin aujourd'hui, à niveau culturel? Ben voilà. She was asking how about Berlin today. Berlin today, whether I'm influenced by it. No, if you are still in the Berlin lesbian. Okay. Yeah. Well, I actually do live in Hamburg, but I go to Berlin often because Berlin is kind of the queer center of Germany. Hamburg has also a queer scene, and Hamburg has actually the best queer film festival in Germany. Really wonderful queer festival, which always takes place in October. Berlin does not have a queer festival that way. Berlin, yeah, so I go there often, and right now I was there yesterday and we had a really nice party in the movie theater. They showed 2 films of mine and we were celebrating Women's Day in Berlin in the movie theater, and it's a mixed scene. It's quite big and it's now very international as well. During the last 10 years probably, a lot of young Americans are coming to Berlin. So it's the opposite movement. When I was young, we would go to New York for inspiration, and now young Americans come to Berlin for inspiration. So I find that quite interesting, like how places change and meanings of places do change. Berlin is a huge scene, and there's also a lot of trans people there more and more. So because it has become easier for trans people to out themselves and to have support systems. We still have a little bit of friction between gay men and lesbian women, so that's the same old story, because lesbians mostly find themselves to be in a lower position in terms of money, spaces, opportunities, so there is a constant battle there. But other than that, it's a vibrant place for queer people. Yeah. Il faut dire que j'habite à Hambourg, mais je vais très fréquemment à Berlin. Et encore hier soir, j'étais là. Et Berlin, Hambourg, qui a d'ailleurs le festival de films queer le plus important en Allemagne. Berlin n'en a pas, mais Berlin est le centre queer de l'Allemagne, c'est sûr. Et encore hier soir, j'étais là pour célébrer la journée de la femme, et on a projeté 2 films de moi. Berlin, c'est une scène très internationale, très diversifiée, et en une certaine manière, dans un mouvement inverse, maintenant beaucoup de jeunes étrangers, notamment les Américains, qui viennent
qui viennent à Berlin pour y vivre, pour pouvoir se montrer. Et la scène trans est devenue une scène très internationale, et on peut aussi se montrer partiellement dans la rue, donc on a certaines libertés. Et il persiste de vieux conflits entre la scène gay et la scène lesbienne, où notamment les lesbiennes se sentent un tout petit peu moins, moins dotées en matière d'argent, de postes et des choses comme ça. Ça reste une forme de bataille, mais sinon c'est extrêmement international. Voilà, bon, il faut arrêter, désolé s'il y avait d'autres questions. Merci Monica Troit. Danke. Merci. Et d'ailleurs, pendant le verre de l'amitié qu'on vous propose maintenant, vous avez bien entendu la possibilité d'aborder Madame Troit et de lui parler dans la langue de votre choix.